bienvenue dans ce forum Libé organisé en partenariat avec Solutions Solidaires et le département de la Gironde sur le thème des aidants, un sujet de plus en plus important car nous le sommes et nous le serons tous un jour ou l'autre. Ils sont aujourd'hui 11 millions et bientôt, avec le vieillissement de la population, ils seront sans doute des millions supplémentaires. Ce qui est intéressant selon un sondage IFOP pour Solutions Solidaires, c'est que 58% seulement des personnes qui déclarent aider régulièrement un proche se définissent comme telles. Les autres n'ont pas conscience de faire quelque chose d'exceptionnel. Par ailleurs, les aidants ne sont pas forcément les plus de 35 ans qui veillent sur leurs parents vieillissants. 23% des moins de 35 ans sont concernés, ce qui est énorme. Les nouvelles générations veulent s'engager et cela se sent, note un des responsables du sondage. Alors, nous allons en parler avec nos invités. Claudie Culac, fondatrice de la Compagnie des aidants, Amaranta Bourgeois, directrice de l'association nationale Jeunes aidants Ensemble, et Fatima Koulibaly, une jeune aidante de 18 ans. Bonjour à vous et bienvenue dans ce forum. Bonjour. Alors, Bonjour, merci. Je vais commencer avec vous, Claudie Culac. Vous êtes une aidante quasi depuis toujours, par nécessité. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous et puis parlez-nous de la façon dont vous avez décidé d'accompagner le travail des aidants, notamment avec une drôle de caravane. Oui, merci de me donner la parole. Donc, moi, j'ai commencé assez jeune avec une maman qui est morte d'un cancer généralisé, une tante en situation de handicap et un papa atteint de la maladie d'Alzheimer. J'ai bien évidemment rencontré beaucoup de difficultés en accompagnant mes trois proches, concilier ma vie pro, ma vie de femme, ma vie de mère. Et puis un jour, j'ai participé à un focus group. Quand je dis un jour, c'était il y a 10 ans exactement. Et là, j'ai découvert que j'étais aidante. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait beaucoup de femmes qui vivaient la même situation que moi. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai créé la Compagnie des aidants. Et d'ailleurs, vous faites en fait partie de ces personnes qui ne savaient pas qu'elles faisaient quelque chose d'exceptionnel, celle dont je parlais tout à l'heure. Exactement, exactement. Et quand la responsable de mon agence de service à la personne m'a dit Claudie, fais une aidante, j'ai dit c'est quoi ce truc? C'était pour moi un mot qu'on mettait sur ce que je faisais de façon tellement naturelle et pas pour hein, mes proches. Mais là, j'ai décidé donc à 10 ans de m'engager sur ce sujet-là et j'ai créé la Compagnie des aidants qui est un réseau social d'entraide et d'échange, une plateforme de formation en ligne. Et depuis 4 années, nous organisons des tournées en France avec notre caravane Tous aidants. Là, je vous parle, je suis dans la caravane à Toulouse. 9 étapes de notre tournée de septembre-octobre. Nous aurons encore 3 étapes, Bayonne, Tours et Rouen. Nous allons au-devant des aidants avec des assistantes sociales qui sont là pour l'accès à leurs droits et aux droits bien évidemment de leurs proches, pour les informer, les renseigner, les orienter, les soutenir, parfois aussi sécher leurs larmes. Nous faisons beaucoup de pédagogie sur les territoires où nous installons parce qu'il y a des gens qui passent et qui nous disent mais c'est quoi être aidant? Donc nous les informons. Alors c'est quoi justement être aidant? Merci, super question. En fait, donc moi vous avez vu les catégories de personnes que j'ai accompagnées, mais ça peut être aussi un papa ou une maman qui a un enfant en situation de handicap, ça peut être une femme qui a un mari qui a fait un AVC, enfin malade. Et donc l'aidant, c'est celui qui va effectuer les gestes du quotidien que son proche ne peut plus faire. Toutes ces tâches se fait naturellement, comme faire des courses, faire son ménage, gérer ses papiers, organiser sa vie. Il y a un moment, eh bien, soit le proche ne peut pas le faire parce qu'il est en situation de handicap, on ne peut plus le faire parce qu'il est âgé et qu'il a besoin de l'aide de son proche. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. On perçoit un peu mieux qui sont exactement les aidants. Amaranta Bourgeois, vous êtes donc vous occupez d'une association de
jeunes aidants qui gèrent des jeunes aidants. Racontez-nous en quoi consiste votre activité, qui sont les jeunes aidants que vous encadrez, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'on entend par un jeune aidant, ça va à peu près de quel âge à quel âge, et surtout, est-ce que ce sont des jeunes qui subissent cette activité ou qui le choisissent, et quelle est la part entre les deux? Alors, pour répondre à votre question, je suis effectivement la directrice de l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble, autrement connue comme l'association JAD, et qui par définition s'occupe d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans, qui apportent une aide régulière, quotidienne, à un proche parent malade, en situation de handicap, en situation de perte d'autonomie. Donc, ces enfants, ces adolescents sont des garçons, des filles, un petit peu plus souvent des filles que des garçons quand même. Et leur apport est non négligeable au quotidien. L'association a été créée sur un constat et par une psychologue clinicienne qui s'appelle Françoise Elien, qui dirige un réseau de santé et qui, lorsque elle allait au domicile, elle et son équipe pluridisciplinaire, au domicile de ses patients, s'est aperçue qu'il y avait des enfants, très jeunes parfois, qui apportaient une aide réelle à un parent malade qui avait besoin de cette aide. Je pense notamment à des situations où l'enfant vit seul ou avec ses frères et sœurs dans un foyer monoparental, avec par exemple une mère en cours de traitement contre un cancer. Ce sont des situations qui sont très fréquentes. Et vous savez comme moi que l'aide à domicile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça n'existe pas. C'est pas possible. Eh bien, en l'absence de professionnels au domicile, ce sont les enfants qui accomplissent ces actes et ce rôle, qui remplissent ce rôle d'aidant. Et qui sont donc des aidants sans le savoir. Alors, ils sont des aidants sans le savoir, par la force des choses, aidants sans le vouloir spécifiquement. En fait, quand on est enfant et qu'on a un parent malade, on l'aide parce qu'on l'aime, parce qu'on veut lui apporter le confort, parce qu'on veut lui causer le moins de problèmes possible. Il y a un peu d'amour, il y a un sens du devoir, de la responsabilité. Mais il y a aussi une réalité qui est une prise en charge, je dirais, incomplète par l'extérieur, par les pouvoirs publics. Si je vous dis qu'aujourd'hui, sur 5 millions de Français qui aident un proche atteint d'un cancer, et je ne parle que de cette pathologie-là sur ce sujet, 5 millions de Français aident un proche atteint d'un cancer, et bien 12% d'entre eux ont moins de 24 ans. Donc je crois qu'on est face à un phénomène sociétal. Ça fait quand même 600 000 jeunes. Et est-ce que c'est une grande ampleur? C'est une proportion qui croît ou bien qui est stable pour voir l'évolution? Est-ce que ce nombre-là est de plus en plus important? Alors, pour pouvoir dire factuellement que c'est une proportion qui croît, encore faudrait-il que nous ayons des organismes d'État qui se penchent sur la question et qui puissent évaluer exactement le nombre de jeunes aidants aujourd'hui en France. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on en est toujours à des estimations. Nous, au niveau de l'Association nationale JAD, on travaille avec l'Université de Paris et le laboratoire de psychopathologie et processus de santé sur un certain nombre d'études pour justement avoir des prévalences un peu fiables. Nous savons aujourd'hui qu'il y a environ 17% de lycéens qui sont des jeunes aidants suite à l'étude Adoker. On aimerait bien savoir quelle est la prévalence sur tout le pays. Tant qu'on n'a pas d'organisme, je dirais, agrémenté qui nous donne un chiffre concret, on ne saura pas vraiment, en tout cas, on ne pourra pas étayer les hypothèses que nous faisons actuellement. Ce qu'on sait, c'est que la crise sanitaire, le Covid, justement, 19, les situations de Covid long ont très certainement augmenté la proportion de nombre de jeunes en situation d'aidance. Ce que nous savons aussi, c'est que la crise sanitaire, avec le confinement, a augmenté la fréquence d'aide, le nombre d'heures d'aide qu'apportent ces enfants auprès d'un parent ou qu'ont apporté ces enfants auprès d'un parent pendant cette période-là. Et alors, comment vous les aidez, ces jeunes? Comment on les aide? On les aide depuis 2014.
en leur proposant de participer à des ateliers cinéma répit jade ou des ateliers artistiques répit. Pour nous, l'idée, c'est de leur offrir un temps de répit pour qu'ils puissent souffler en dehors de chez eux, pour qu'ils puissent rencontrer d'autres jeunes aidants et pour qu'ils puissent s'exprimer à travers un média artistique. Alors, souvent, le cinéma, ça plaît beaucoup, mais ça peut aussi être le théâtre, la musique, ça peut être tout un tas de médias artistiques pour qu'ils puissent raconter leur histoire. Et je pense que on va avoir un témoignage dans quelques minutes qui abondera dans ce sens. L'idée, c'est qu'on puisse partir des attentes et de ce que les jeunes aidants expriment pour construire des réponses à leurs attentes et à leurs besoins. Voilà. Donc, du coup, vous leur apportez davantage une bouffée d'oxygène plutôt que des conseils pratiques. Alors, on leur apporte une bouffée d'oxygène. L'association ne fait pas que ça. L'association développe également des actions de sensibilisation auprès des professionnels, que ce soit les professionnels de l'éducation nationale, prochainement les professionnels de santé également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arriver à les repérer, ces jeunes, pour savoir comment on peut les aider. Ce qu'on sait, et c'est les 3 axes prioritaires de l'association, c'est ils sont confrontés à 3 risques majeurs. Très souvent, ils nous disent qu'ils sont fiers de faire ce qu'ils font ça par amour, qu'ils font ça de manière naturelle. Mais on sait que les 3 risques, ce sont des risques essentiels dans la construction de l'identité d'un jeune. Le premier risque, c'est un risque comme pour tous les aidants, c'est-à-dire un risque sur leur santé psychique et sur leur santé physique. Si vous aidez un parent à se déplacer, eh bien, vous aussi, vous risquez d'avoir des troubles, des lombalgies, des difficultés du squelette musculaire parce que vous portez une charge trop lourde, réellement, littéralement et physiquement. Il y a aussi un risque de désinsertion sociale parce que les jeunes nous disent très souvent ils ont arrêté le sport, ils ont arrêté la danse, ils ont arrêté les activités extrascolaires, ils ne vont même plus manger à la cantine parce qu'ils préfèrent rentrer chez eux, vérifier que leurs proches parents va bien et que éventuellement les services d'aide à domicile sont bien passés pour faire ce qu'il fallait faire. Et le dernier risque, et là c'est celui qui nous agite et qui nous préoccupe le plus, c'est des risques dans leur trajectoire de vie et notamment au niveau de leur scolarité. Lorsque vous avez veillé toute la nuit sur un parent malade, eh bien, comment se concentrer pour le contrôle de mathématiques. Oui. Et donc évidemment, il y a des difficultés parfois sur le plan scolaire et un risque de décrochage scolaire qui est majoré. Donc aujourd'hui, nous alertons les pouvoirs publics sur ces sujets-là parce que c'est pour nous une priorité que d'éviter le décrochage scolaire. Alors Fatima Koulibaly, vous êtes bien avec nous. Oui. Bonjour, je vous entends, mais je ne vous vois pas encore. Ah, ça y est. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc une jeune aidante de 18 ans, c'est ça? Oui. Et donc, Exactement. alors racontez-nous un peu comment vous vous êtes retrouvée aidante et vos difficultés, ce que ça vous pose comme difficulté, ce que ça vous apporte aussi peut-être, ce que vous avez découvert peut-être de vous-même et des autres en vous retrouvant dans cette situation. Racontez-nous un petit peu. Déjà, mon temps, il a commencé à être réduit parce que je dois toujours m'occuper de ma sœur. D'ailleurs, elle est derrière. D'accord. Et je dois m'occuper d'elle. Toute la journée toute la journée ou la nuit? Non. Des fois, quand maman elle doit sortir et il n'y a personne pour s'occuper d'elle, je suis obligée soit de ne pas aller à l'école, soit de rester pour la surveiller en tout cas. D'accord. Parce qu'elle ne peut pas rester seule. Et du coup, est-ce que tu as remarqué que dans ton parcours scolaire, cela avait ralenti tes progrès et ça pose un problème? Non, pas au niveau des progrès, mais juste je me sens fatiguée. Mais ça n'impacte pas mes résultats scolaires. Et donc, et tu te sens aidée par l'extérieur, par exemple, je sais que tu connais Amaranta Bourgeois et son association. Est-ce que ça t'a apporté, ça te fait du bien? Tu sens que ça te permet de respirer un peu? Oui. Ça m'a permis de respirer les 2 fois où je suis allée et j'ai beaucoup soufflé. Et ça m'a beaucoup changé de tout le temps être là avec ma sœur. Et
voilà, rester à la maison. Ça m'a changé de mon cadre actuel, de mon cadre quotidien. Voilà. De quoi aurais-tu besoin en ce moment, dans la situation qui est la tienne? De quoi aurais-tu besoin? Est-ce que d'une aide extérieure pour t'aider à t'occuper de ta sœur ou de davantage d'activités extérieures comme celle qu'offre l'association d'Amaranta? De quoi tu aurais le plus besoin aujourd'hui? On va dire davantage de séjours Jade, parce que ça fait vraiment du bien. Et aussi que ma soeur commence à partir à l'école. Ah. Je ne vais pas dire que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à m'occuper d'elle, non, je pense pas. Mais juste qu'elle aille à l'école, qu'on la spécialise dans quelque chose de bien, en fait. Oui, comme ça, elle aura du temps. Quand elle passe son temps à l'école, moi aussi, je suis à l'école. C'est ça, et qu'elle puisse se retrouver avec des jeunes de son âge et dans un autre environnement qu'à la maison. Et ça, tu penses que ça va être possible ou c'est compliqué pour l'instant? Oui, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais j'espère en tout cas que ça sera possible. D'accord. Bon, ne t'en vas pas, je reviens vers toi. Claudie Culac, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, je suis avec vous. D'accord. Est-ce que vous avez constaté que la crise sanitaire avait provoqué une prise de conscience, peut-être, de l'importance des aidants? Parce que finalement, la crise sanitaire a mis en évidence la solitude de beaucoup de personnes âgées et aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés malades, qui étaient seuls, qui n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Les hôpitaux étaient pleins. Est-ce que vous avez l'impression que la crise sanitaire a été un tournant ou pas du tout? Écoutez, ce qui s'est passé au moment du premier confinement, c'est des hôpitaux qui ont appelé les proches en disant « ça serait gentil de venir chercher votre parent, on a besoin de place à l'hôpital ». Donc les familles se sont mobilisées, sont allées chercher leurs proches. En parallèle de ça, eh bien, les personnes, les aidants télétravaillaient, avaient leurs enfants à la maison qui faisaient leurs devoirs et il fallait surveiller les devoirs. Donc ils ont été très mobilisés et heureusement qu'ils là parce que ça a permis à notre système. Rapprochez-vous bien du micro parce qu'il y a des moments où vous entendez un peu entrecoupé. Ok. Donc, ça a permis au système de santé de ne pas s'écrouler parce qu'ils ont pu faire confiance aux aidants qui ont pris leurs responsabilités par rapport aux proches. Ces aidants ont dû faire des gestes techniques qu'ils ne savaient pas faire en l'absence d'aide à domicile et d'infirmières qui étaient réquisitionnées par les hôpitaux. Donc, les aidants, on a vu à quel point c'était un co-soignant et heureusement qu'il était là. Donc, bien sûr, tout le monde en a pris conscience. Nous, au mois de juin, nous avons fait le tour des hôpitaux en Île-de-France et on voit à quel point les professionnels de santé ont pu compter sur les aidants et ont envie d'ailleurs de leur apporter aide et soutien. Ça, c'est une bonne chose parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur les proches s'ils ont besoin. Et est-ce que vous avez l'impression que l'État, que les pouvoirs publics en font assez? Parce que finalement, on a l'impression que chacun essaye de se débrouiller comme il le peut. Les plus méritants, comme vous, essayent de monter des associations, de se débrouiller avec les moyens du bord. Est-ce que vous vous sentez vous-même aidé par les pouvoirs publics? Écoutez, on a déjà une chance, c'est que le plan Agir pour les aidants a été mis en place par ce gouvernement. C'est le premier gouvernement vraiment à prendre le sujet à bras-le-corps, mais ce n'est pas suffisant. Vous prenez l'exemple du congé de proche aidant qui est trop restrictif, qui est trop court en durée, qui n'est pas assez indemnisé, mais cependant, tout le monde en a conscience et on est en train de travailler pour que ce congé de proche aidant soit modifié et réponde plus aux besoins de cet actif qui doit concilier sa vie professionnelle et son rôle d'aidant.
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je me suis renseignée du coup en bossant le sujet et j'ai constaté qu'en fait, si vous voulez prendre dans une entreprise, si vous voulez prendre un congé pour vous occuper d'un proche qui en a besoin, en fait, vous êtes indemnisé, je crois que c'est moins que le SMIC, hein, l'indemnisation dont vous pouvez bénéficier, ce qui pose quand même, ce qui peut poser un problème pour certains. Oui, parce que quand vous aidez un proche, ça a un coût. Vous devez mettre de l'essence dans votre voiture ou peut-être prendre un billet de train, un billet d'avion, participer aux frais aussi de bien-être de votre parent et vous n'allez pas lui demander de rembourser. Donc, si votre salaire est diminué, bien sûr que c'est compliqué parce qu'entre 42 € et 53 € selon que vous êtes en couple ou célibataire par jour, pardon, vous voyez que ce n'est pas énorme. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est un maintien de salaire, bien évidemment, parce que la situation ne va pas s'améliorer, parce qu'en 2035, vous savez que 30% de la population aura plus de 60 ans. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en place une réponse pour que chaque salarié puisse concilier sa vie perso, sa vie pro et sa vie d'aidant. Amaranta, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Vous pensez que les pouvoirs publics n'en font pas assez pour aider les aidants et qu'il faut à la fois mettre la main à la poche, mettre davantage de structures en place, enfin bref, que les aidants ne se sentent pas tout seuls? Je crois qu'il faut revenir un peu à la base et admettre qu'il n'y a pas d'aidants lorsqu'il n'y a pas de proches aidés. Et donc, pour répondre aux besoins des aidants, il faut d'abord, en premier, répondre aux attentes et aux besoins des proches aidés. Que ce soit dans le champ du handicap, que ce soit dans le champ sanitaire, avec les maladies chroniques type cancer, sclérose en plaques, qui sont aussi handicapantes évidemment et invalidantes, pardon, ou que ce soit dans le secteur de la personne âgée. Aujourd'hui, les aidants, en fait, pallient quelque part aux défaillances de notre système de santé et de solidarité. Et ça n'est pas acceptable. On ne peut pas construire une société de cette manière-là, à mes yeux. Et notamment, on ne peut pas la construire sur des épaules fragiles que sont les enfants et les adolescents, hein, qui n'ont certainement pas demandé ça. Je crois que le témoignage de notre jeune aidante tout à l'heure a été très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si sa sœur pouvait aller à l'école ou si sa sœur pouvait être prise en charge dans un établissement spécialisé, et vous savez que dans ce cas-là, c'est vraiment un parcours du combattant de trouver une place dans un établissement spécialisé, eh bien, elle serait moins fatiguée, elle l'a dit elle-même, et plus à même de se concentrer sur ses études. Donc, prenons en considération ces remontées-là. Je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai souci au niveau de la prise en charge des proches aidés. Bien entendu, un certain nombre d'entre eux veulent pouvoir continuer à vivre au domicile, dans quel cas il faut aussi très certainement, revaloriser les salaires des métiers d'aide à domicile pour que ce soit des métiers plus attractifs, pour permettre de répondre aux besoins des personnes malades ou en situation de handicap et libérer un petit peu la charge des aidants. On sait, parmi tous les aidants, qu'ils soient adultes, mineurs, voilà, tous les aidants, on sait qu'à peu près 20% d'entre eux effectuent aujourd'hui des gestes de soins ou des gestes qui relèvent de l'intimité de la personne aidée. Ça, à mes yeux et aux yeux de l'Association nationale JADE, ça n'est pas acceptable pour des enfants et pour des adolescents. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre leurs paroles, les respecter dans l'aide qu'ils souhaitent apporter à leurs proches, mais pas les libérer de certains actes, de certains gestes qui, sans doute, sont ceux qui sont les plus préjudiciables pour leur santé et notamment leur santé psychique. Donc, renforcer l'aide à domicile, ça doit être le volet numéro 1. Répondre aux besoins de tous les proches aidés, c'est évidemment une priorité aussi. En ce qui concerne les aidants, je dirais ceux qui aident de manière... alors,
jamais je ne dirais choisi, parce que je pense que ces situations sont toujours plus subies que choisies, mais avec ce que ça peut leur apporter, parce que c'est clair que ça apporte aussi quelque chose. C'est très valorisant d'aider un proche, c'est du don de soi, c'est de l'acquisition de compétences, et je ne parle pas de compétences techniques, mais plutôt de compétences psychosociales, c'est de l'empathie, c'est des choses extrêmement importantes pour tout le monde aujourd'hui, c'est des compétences qui sont même valorisées dans le milieu de l'entreprise, mais pour autant, il faut que ça reste raisonnable et proportionné par rapport à l'âge de l'aidant. Et donc, il y a aujourd'hui encore un certain nombre d'actions que nous devons impulser, un certain nombre de décisions qu'il faut susciter auprès des pouvoirs publics pour éviter que les jeunes aidants notamment, mais les aidants aussi adultes, ne s'épuisent ou ne s'enferment dans ce rôle-là. Voilà. Merci pour votre témoignage. Fatima, est-ce que tu es toujours là ? Ah, je crois que je t'entends et je ne te vois pas encore, mais ça va pas tarder, je pense. Est-ce que tu m'entends ? Oui, je vous entends. Est-ce que tu connais d'autres jeunes comme toi qui sont, par la force des choses, des aidants ? Est-ce que tu en parles ? Si oui, est-ce que tu en parles avec eux ? Est-ce que ça t'aide ? Est-ce que ça te permet de te sentir moins seule ? Oui, je connais d'autres jeunes qui sont aidants. D'ailleurs, je les ai rencontrés, qui sont aidants comme moi. Tu les as rencontrés par l'association ? Oui. D'accord. Et du coup, je les ai rencontrés là-bas et... Ouais. Et du coup, tu les as revus en dehors de l'association ? Oui, une seule. D'accord. Oui. Et quand vous voyez ? On parle d'autre chose en fait que de nos proches malades. Bah oui, je comprends. On essaie un peu d'oublier. D'accord. Tu sais ce que tu veux faire plus tard comme métier ? Oui. C'est quoi ? Je voulais être actrice. Ah, d'accord. Actrice de cinéma. Là, tu es en quelle classe ? Ou en quelle terminale. Tu es en terminale. Donc, tu vas passer le bac à la fin de l'année. Oui. Et tu penses que, par exemple, est-ce que tu sens que tu aurais besoin d'avoir des cours en dehors de l'école pour t'aider à réviser tes cours en prévision du bac ? Ou est-ce que tu penses que tu es capable de t'en sortir toute seule avec du temps un peu pris par tes activités familiales ? Oui, je me dis que si j'ai un peu plus de temps, je peux le faire. Je peux bosser mes cours moi-même et réviser pour le bac. Mais mon temps, c'est pas trop ça. Avec mon emploi du temps aussi, c'est assez coincé. Oui, bah oui. Du coup, j'ai que le dimanche pour me reposer. Non. Et même ça varie. Tu as que le dimanche pour te reposer et réviser tes cours ou le soir, tu arrives à libérer un peu de temps pour réviser tes cours ? Oui, le soir, j'arrive. D'accord. J'arrive à... Bah écoute, on te souhaite de décrocher ton bac et de réaliser ton rêve de devenir actrice. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais. Claudie Culac, vous êtes toujours là ? Bien sûr, je suis avec vous. On a beaucoup parlé essentiellement même des aidants subis, si l'on peut dire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix en fait. Est-ce que viennent vers vous, et notamment via votre caravane, des aidants volontaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de problème autour d'eux, qui n'ont personne de particulier à aider, mais qui ont envie d'aider, juste pour participer, pour donner un peu de leur temps à la société et aux autres ? Écoutez, moi, les aidants que je rencontre sur la caravane sont des proches aidants, c'est-à-dire des gens qui ont
des parents, comme je vous disais, âgés en situation de handicap ou malades. Eux, ils ont besoin d'aide. Rares sont les gens qui viennent en disant « je veux aider les aidants ». Parce que ceux qui ont été aidants, souvent nous disent « ah mais moi j'ai donné, hein, ça va, j'ai plus du tout envie d'être aidant, ça a été très, très compliqué pour moi, c'était trop lourd ». Donc nous, on rencontre vraiment des gens qui sont en grande difficulté et qui ont besoin qu'on les aide. Parce que comme disait Amaranta très justement, il y a un vrai sujet d'organisation en fait de la coordination au domicile. Il n'y a pas assez d'heures d'aide à la personne financées dans les plans d'aide. Donc, vous avez des aidants qui sont obligés de faire des tâches telles le ménage, les courses, la préparation des repas. Et ça, ils font ça en double, hein, c'est-à-dire chez leurs parents et ensuite chez eux. Et tout ça, c'est très compliqué. En plus, si vous voulez, les aidants que nous rencontrons prennent des décisions qui sont lourdes aussi à porter par rapport à leur culpabilité quand ils doivent, par exemple, trouver une maison de retraite parce que leur parent devient trop dépendant et qu'il ne peut plus rester à domicile. Nous, on a aussi des aidants qui sont en grande difficulté financière parce que eh bien, les maisons de retraite coûtent cher et donc les familles sont appelées à financer cette maison de retraite. Souvent, la génération pivot qui a des enfants des enfants qui font des études. Donc, vous voyez la complexité que rencontrent nos concitoyens aidants quand ils accompagnent un proche âgé ou un proche malade. Vous avez aussi dans les couples l'un des deux qui tombe malade, il n'y a plus qu'un salaire qui rentre au domicile et des coûts de santé dont on ne parle pas qui sont très élevés. Très bien, ben, écoutez, merci à vous trois pour ces échanges. Amaranta Bourgeois a évoqué tout à l'heure les aides à domicile, notamment pour les personnes handicapées. Je vous encourage d'écouter le débat suivant, puisque nous accueillerons Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, à qui nous poserons des tas de questions sur les aides possibles dans ce domaine. Voilà, merci à vous.